Bienvenue tout le monde, venez vous installer avec nous sur ce live médical, hein, on va parler santé, avec Caroline qui est mannequin, qui va se présenter aussi. Hello, alors n'hésitez pas à poser vos questions, moi je me suis fait une petite trame que Caroline ne connaît pas encore. Ouais. Salut Caroline, Salut, tu vas bien? ça va et toi? Trop contente de faire ce live avec toi. Ça me fait Moi aussi, ravie parce que c'est un sujet qui nous touche nous toutes les femmes et, et beaucoup de femmes se posent des questions parce que c'est encore un sujet, malheureusement, un sujet tabou, la ménopause, et du coup les jeunes femmes, ça leur fait peur et en fait c'est juste un passage de la vie, quoi. ouais, j'ai vu, tu sais, donc tu as mis une boîte à questions et il y avait des remarques, j'ai tout lu. Et j'en ai noté une qui m'a vraiment plu je voulais commencer par ça en disant la ménopause fait partie de la vie comme la maternité ou l'adolescence, etc. Donc, comme tu le dis, on n'en parle pas assez. Il y a un tabou, il y a voilà, certainement des peurs. Et c'est dommage parce on passe toutes par là. Donc, je trouve que c'est bien là aujourd'hui de lever le voile. Oui, Que toutes les... tout à fait. Et merci de m'avoir invité pour ce live parce que c'est vrai que moi j'en parle. Mais alors moi, comme je dis souvent, je ne suis pas experte de la ménopause. Je suis juste une femme ménopausée depuis plus de 10 ans. Donc je peux parler de mon expérience, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai traversé. Mais en fait, la ménopause, alors je ne sais pas si on peut le dire comme ça, alors, mais la ménopause, en fait, elle s'arrête jamais quand on l'a. On l'a jusqu'au bout. Une fois que les règles sont arrêtées depuis plus d'un Voilà, an, on parle vraiment de définition de la ménopause. C'est ça, c'est vraiment une définition clinique. Il n'y a pas besoin de faire des examens c'est particuliers. Et ça. oui, c'est pas censé revenir, non. Ouais, ouais, ouais. Voilà, une fois qu'on est ménopausé, on l'est. Ben voilà, c'est ça. Ça revient pas. Alors après, il peut y avoir en préménopause et voilà, en préménopause, on peut croire que c'est bon et en fait non, les règles reviennent, etc. Mais ça peut durer même 1 à 2 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, tout à fait. Ouais, même 2, 3 ans. Ah Et oui, ouais, et d'ailleurs, tu soulèves un point qui est vraiment important, c'est il y a des personnes qui pensent que du coup elles sont plus fertiles et elles tombent enceintes à l'âge là, alors qu'elles s'y attendent pas du tout. Alors, enfin, voilà, je dis ça, voilà, c'est pas toujours très drôle. Moi, je pratique des IVG et il faut pas croire que ça touche que les petites jeunes entre guillemets. Hein. On a beaucoup de préjugés aussi sur les IVG. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais ça peut arriver sur ces périodes-là où on pense que entre guillemets, c'est plus possible, alors qu'en fait, ouais, le corps nous joue des tours. On a des règles, soit un peu tout le temps, on a des cycles longs, des cycles courts. C'est des périodes difficiles, hein, vraiment, la préménopause. Ça, pareil, on n'en parle pas assez. Et pourtant, ça existe. Heureusement, alors là, pour le coup, contrairement à la ménopause qui est là longtemps, la préménopause, voilà, ça dure quelques années. Et après, une fois qu'on est ménopausé, on peut avoir encore des signes cliniques, dont on va parler un petit peu tout à l'heure, qui sont pas forcément agréables, mais qui, pareil, ont une durée limitée. Certains demandaient, ça peut être de l'ordre de quelques mois à plusieurs années, 4, 5 ans, voilà, en général maxi. ouais, c'est sûr que bon. Alors, c'est sûr que c'est pas un passage facile, mais moi, je fais souvent le parallèle entre la puberté et la ménopause. Je trouve que c'est intéressant. Parce qu'elle a pu, d'abord parce que on n'est pas préparé, enfin moi, en tout cas ma génération, on nous en parlait pas. Je suis pas sûre que les jeunes générations aujourd'hui soient aussi informées. Donc elle a puberté, donc il y a tout qui explose dans tous les sens, mais tout le monde comme ça, les hormones, les poils, les boutons, tout ça. Et à la ménopause, c'est dans le sens inverse. Donc tout s'effondre. Alors c'est vrai que j'aime bien faire ce parallèle parce que c'est deux choses auxquelles, en fait, on n'est pas préparé, ça nous tombe dessus. Et ben, il faut le vivre plus ou moins bien avec soi-même, quoi, en fait. Et autant, je trouve que la société en parle peu. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une espèce de sororité? Est-ce que les filles entre elles en parlent Alors, écoute,
grâce aux réseaux sociaux, hein, on est d'accord, il y a la parole s'est ouverte, s'est libérée sur pas mal de choses. Et puis, il y a des femmes qui se sont spécialisées dans la ménopause, des comptes qui sont spécialisés dans la ménopause, donc qui permettent à d'autres femmes de pouvoir lui poser des questions. Parce que, bon, toi, tu es médecin, mais il y a aussi des femmes qui ne sont pas médecins, qui ont une ménopause très compliquée. Je pense à Sophie Kuhn de Ménopause Story, donc elle qui est vraiment, j'irais, spécialisée dans la ménopause, qu'elle a eu une ménopause très compliquée. Donc ça permet de libérer la parole et les femmes peuvent en parler facilement. Moi, j'ai eu beaucoup de femmes qui sont venues sur mon compte en me disant, en me posant des questions, parce que je suis une femme ménopausée, que je suis libre, que j'ai cette liberté de parole et que je réponds à tout. J'ai aucun souci de parler de tous les sujets, quoi. Mais celui-là, il me tient particulièrement à cœur, puisque bon, c'est quand même, il nous concerne, nous les femmes, donc autant se donner la main et s'aider et s'entraider. Ouais, c'est chouette ce que tu dis. Et d'ailleurs, tu sais, le temps qu'on démarre le live, je t'ai pas présenté aux personnes qui ne te connaîtraient pas encore de mon compte. Ah oui. Est-ce est-ce que tu peux juste nous dire voilà, ton combat, ton Oui. travail? Bon, voilà, alors moi, donc, je vais avoir 63 ans le mois prochain, donc voilà, j'ai presque 63 ans. Je me suis lancée sur Instagram maintenant il y a 6 ans, ne sachant absolument pas où j'allais. Mais très rapidement, en fait, je me suis aperçue qu'il y avait une invisibilisation totale des femmes de plus de 50 ans dans notre société. Et du coup, et qu'en fait, on n'était pas représentés. Et du coup, c'est devenu un petit peu mon combat en parallèle de tout ce qui est body positive, comment accepter son corps, la diversité, l'inclusivité, tout ce qui est vraiment aujourd'hui quelque chose de très important. Et en fait, je suis aussi mannequin à côté. Certaines d'entre vous ont peut-être vu la pub qui a été affichée l'année dernière sur Darjeeling où je posais en dessous, sous tous les abribus de France. Pardon, la chienne qui pose le. Donc, il y a ça, ça, ça a entraîné beaucoup de mots et, et du coup, ça a ouvert la parole sur pas mal de trucs. Donc, voilà, je me suis exposée telle que j'étais et c'était la première fois qu'on voyait une femme en dessous de 60 piges avec ses cheveux blancs, ses bourrelets, sa cellulite, s'exposer comme ça dans toute la France. Parce Donc, que, non, tout, je précise aussi. pardon, Parce que tout ça, c'est normal. À 60 piges, comme tu dis, d'avoir un peu de la cellulite, c'est machin, etc. c'est ça, mais du coup, ça s'était jamais vu et donc il y a eu une espèce d'avant-après. Et par rapport à ça, c'est vrai que ça m'a fait, ça fait exploser un petit peu ma visibilité. Et en fait, aujourd'hui, en ce qui concerne, je suis une espèce de porte-parole par rapport à ce que disent mes copines sur Instagram. Je suis leur porte-parole pour justement essayer de casser cette invisibilisation, de casser les dictates et de changer les codes. Parce qu'aujourd'hui, on est en 2023. On n'est pas en 1980, comme je dis souvent, en 2023. Donc, il y a peu de représentation dans les médias des femmes de plus de 50 ans. Il faut que ça change. Ça avance doucement, mais vraiment très, très, très doucement. Très doucement dans les médias et dans les films, hein, parce que Oui, moi, j'ai des fois historiques, vous savez, voilà, qui sont un peu réels, qui représentent soi-disant la vie réelle. Et souvent, le couple, ça va être un homme d'un certain âge. Et comme par hasard, l'actrice qui a été choisie, c'est souvent quelqu'un de vachement plus jeune. c'est ça. Non, mais, et en plus, souvent dans les films, la femme est censée être plus vieille que l'homme, mais ils prennent quand même une actrice qui est plus jeune que l'âge de la femme normalement. Non, mais bon, alors en ce moment, alors je dois avouer que depuis quelques mois, je vois dans les médias, moi qui les achète plus du tout, mais comment on les voit quand même affichés, des femmes ou sur les réseaux, des actrices, des femmes qui sont un peu célèbres, même très célèbres, exprimer le fait qu'elles n'ont plus peur de vieillir, qu'elles acceptent leurs cheveux blancs, qu'elles acceptent leur ride, etc. Bon. Je suis un peu dubitative sur la véracité de leurs propos. Ah là là, l'image. Hein. Ouais, bon, c'est sûr qu'il y a tout un live à faire sur l'image d'ailleurs, c'est Ah, intéressant.
l'image. Et donc, du coup, voilà. Mais c'est vraiment pour les femmes. Quand je parlais de ces femmes-là, c'était des femmes ouais, des actrices de plus de 50 ans, quoi. Moi non plus, je vois quelqu'un qui dit, j'y crois pas. Moi non plus, j'y crois pas trop. Mais bon, c'est le buzz en ce moment. Il faut faire bien. Moi, du coup, je suis invitée, voilà, souvent dans des médias et pour justement parler de ce combat. Bon, écoute, si j'arrive, je sais que grâce à toutes les petites choses que je fais, ça commence à changer un peu. Mais bon, revenons à la ménopause. Donc moi, je vais faire le pendant, donc j'ai pas encore 60 ans, mais je vais faire le pendant médical Oui, pour un peu du bien vieillir, alors de la ménopause aussi. Mais c'est vrai que voilà, je me suis fait un petit plan, juste quand même pour qu'on les ait en tête. Il faut se dire qu'après la ménopause, on a aussi plus de risques cardiovasculaires du fait de la chute hormonale. Donc il faut avoir en tête quand même que il faut arrêter de fumer, il faut pas boire trop d'alcool. Enfin bon, il y a pas mal de petites choses à dire. Je préfère quand même les glisser au fil de la conversation. tu as raison. Continuer à avoir, mais je dis continuer parce que tout ça, ça fait partie des petites choses de l'hygiène de vie qu'on devrait réussir si on, voilà, si on essaye à avoir tout doucement dans notre quotidien. Voilà, avoir une alimentation diversifiée, équilibrée et l'activité physique. J'en parle, pourquoi? Parce que avec la ménopause, hein, pour les femmes, mais chez les hommes, c'est aussi pareil. On a les os qui peuvent être sujets à tout ce qui est ostéoporose, une fragilité. Donc l'activité physique, hein, pour le bien-être, le mental, la mémoire, donc tout ça, c'est bien vieillir, mais aussi pour les os. Ça, c'est vraiment important. Ouais, bah oui, Voilà. parce que c'est des femmes qui parlaient d'ostéoporose, donc il faut aller se faire aussi. Moi, je sais que j'y vais, je crois, je suis allée voir mon rhumato et je dois y aller tous les 2 ans pour qu'il fasse le point justement sur mes os, savoir si je suis dans la bonne tranche ou alors si mes os commencent à être un petit peu fragiles ou pas. Pour l'instant, ça va. Tout à fait. Et on peut avoir des supplémentations en vitamine D, en calcium, voilà, justement pour lutter contre la fragilité des os. Ça, c'est vraiment important. Il faut en parler à son médecin. Parmi les choses qu'on recommande aussi, c'est tout ce qui est. T'arrêtes 2 minutes, là, parce que justement, il y avait un truc sur la vitamine D. Certaines ont demandé si elles devaient prendre une ampoule de vitamine D par mois. C'est un peu trop, non? Ouais, ça me paraît beaucoup. Alors après, c'est délicat comme ça de répondre à une personne. Encore D'accord. une fois, une fragilité osseuse, on fait des ostéodensitométries, ça doit être Ouais, ça dont les parlait. Ce qui est sûr, c'est qu'on recommande vraiment une alimentation riche en calcium. Ça, c'est pour toutes les personnes avec voilà, des laitages, éventuellement de l'eau minérale et aussi de la vitamine D, donc des poissons gras. Voilà, du jaune d'œuf, du beurre avec des oméga 3, ce genre de choses, ça c'est bon pour la santé. Après, on adapte. Je ne peux pas répondre vraiment tout à fait comme ça. C'est pas forcément ultra régulier. mais alors moi, ce que je peux rajouter, ce que je fais personnellement, c'est mon expérience, c'est qu'en fait, la vitamine D, je la prends en huile et je prends 3 gouttes d'huile sur ma main que je lèche comme ça tous les matins. Ça me fait mon apport. Bon, voilà. Et les oméga 3, je prends aussi des petits cachets parce que pour le cerveau, en vieillissant, les oméga 3, il ne faut pas les oublier, hein. Si on mange pas beaucoup d'aliments avec des oméga 3, quoi, en fait. Je sais pas ce que Ouais, tu… oui, oui, totalement. Totalement. Il faut avoir un regard critique sur son alimentation. Il ne faut pas hésiter à en parler à son médecin. Effectivement, si on mange, par exemple, je disais des poissons gras, mais c'est vrai que c'est des exemples. Mais voilà, si on ne court pas après ou si on a un régime particulier, par exemple, je pense aux personnes végétariennes, parlez-en parce que oui, là, on supplémente, vraiment, clairement. Mmh. Ouais. Ouais. Et alors, parmi, voilà, je reviens donc au bien vieillir, il y avait les os, il y avait le sommeil. Il faut savoir aussi que la ménopause, la périménopause, ça joue sur le sommeil. Alors là, les conseils qu'on va donner, ça va être encore une fois les conseils un petit peu classiques, quoi. On essaye de s'endormir à heure fixe si possible, on évite les repas trop lourds le soir. Voilà. Je suis désolée, hein, c'est un peu redondant. J'ai eu beaucoup de questions par rapport donc encore une fois, à la ménopause, à tout ce qui est bouffée de chaleur. Alors là, je pense qu'on risque d'avoir pas mal de petits messages. Voilà, parmi les symptômes, on dit les symptômes climatériques.
il y a des bouffées de chaleur. Les femmes peuvent avoir ça donc en période de préménopause et aussi sur la ménopause, donc au début. Donc on va avoir voilà, des montées de chaleur, des frissons, des palpitations, on peut avoir des sueurs. Voilà, donc tous ces symptômes-là, ils sont complètement désagréables. Alors pour ça, d'un point de vue, on va dire médical, ce qu'on va recommander, c'est d'éviter tout ce qui est plat trop chaud, plat trop épicé, tout ce qui est alcool. Et on va conseiller aux femmes de porter des vêtements avec plusieurs couches pour pouvoir s'adapter un petit peu, retirer, remettre. Et aussi lutter contre le stress, l'anxiété. Alors je sais que c'est facile à dire comme ça, hein, mais on sait que ça joue. On sait que ça joue aussi sur les bouffées de chaleur. Alors c'est un peu dur, je trouve, de dire ça comme ça parce qu'il y a un côté culpabilisateur. Ah, bah, c'est que tu es stressé. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais on sait qu'en tout cas, ça joue et les techniques de relaxation, en tout cas, tout ce qui est voilà, yoga, méditation, cohérence cardiaque, dans ces périodes-là qui sont pas simples, peuvent aider. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Donc moi, reprends mon exemple, hein, puisque voilà, donc moi, j'ai eu des bouffées de chaleur. J'en ai encore, 10 ans après ma ménopause, qui reviennent de temps en temps comme ça, les bouffées de chaleur. J'ai pas eu de sueur nocturne, donc ça, c'était une chance pour moi, parce que je sais que beaucoup d'entre vous en ont et que c'est terrible de se réveiller la nuit complètement trempé, d'être obligé de changer ses draps en pleine nuit. Si on a son chéri ou sa chérie à côté, c'est pas top, quoi. Mais les bouffées de chaleur, donc moi, je pouvais pas personnellement, parce que bon, il y a les traitements en mono dont tu vas parler, mais moi, je pouvais pas en prendre parce que j'avais un kyste, donc qui est arrivé à la ménopause, alors que généralement, les kystes à la ménopause disparaissent. Moi, j'ai eu un kyste qui arrivait pour me tenir compagnie pendant ma ménopause. Donc, j'avais pas envie de prendre un traitement hormonal, alors que là, j'ai quelque chose de marrant à vous dire. C'est que j'ai vu ma mère toute sa vie se mettre un patch sur les fesses. Et elle a 88 ans aujourd'hui. Elle n'a jamais arrêté de mettre son patch. Et c'est vrai qu'elle a une très belle peau, qu'elle est vraiment encore en pleine forme. Moi, je voulais pas prendre le traitement et je pouvais pas justement. Mais je me suis aidée avec des petits trucs naturels comme Manae ou Cérélis. Bon, Manae m'a bien réussi vraiment. Au bout de 2 mois, j'avais pratiquement plus de bouffées de chaleur. Donc, j'en prenais pendant 6 mois. Après, j'arrêtais. Quand je sentais que ça revenait, j'en refaisais une cure. Voilà, je sais pas ce que tu en penses. Surtout pour le traitement, surtout. Ouais, c'est vraiment le sujet parce qu'en ce moment, voilà, il y a aussi cette histoire d'hormones. Beaucoup de personnes souhaitent éviter les hormones, ce qui est compréhensible, hein, tout à fait. Parce qu'on sait aussi que les hormones, après 50, 60 ans, ça peut majorer le risque de cancer du sein, du l'utérus, etc. Donc, on informe vraiment les femmes et quand on les prescrit, on est, comment dire, on est vigilant. On les prescrit avec une indication quand même très précise. Ça va être pour des personnes soit qui ont des ménopauses précoces, soit qui ont effectivement des troubles climatériques dont je parlais tout à l'heure, qui vraiment altèrent la qualité de vie. Et ça peut être aussi, des fois on les prescrit aussi pour prévenir justement l'ostéoporose. Donc toutes ces raisons-là, elles s'entendent. Et on entend aussi en même temps qu'il y a des personnes qui ont pas envie ou qui ne peuvent pas, parce qu'il y a des contre-indications, avoir ces traitements hormonaux substitutifs. Parmi les autres les contre-indications hautes, il y a d'avoir eu un cancer du sein notamment, un cancer utérin, d'avoir eu des problèmes cardiovasculaires, parce que ça majeure le risque de phlébite notamment, de thrombose dans les artères. Donc voilà, donc ça se prescrit pas à la légère, on le prescrit toujours après des examens, après une mammographie, après voilà, des contrôles. Par contre, en général, on le prescrit genre 2-3 ans. Donc je suis assez étonnée que ce soit aussi long pour ta maman, je t'avoue. Mais je pense qu'elle adore ça, son patch sur les fesses, en fait. Non, mais c'est vrai, écoute, elle n'a jamais arrêté, c'est drôle. Et donc, bon, écoute, voilà, ça c'était le petit exemple. Et bon, je pensais pas que c'était 2-3 ans, je pensais qu'on le prenait quand même plus longtemps, ce traitement. En fait, Non? les recommandations de la Haute Autorité de Santé, c'est de prescrire environ 2-3 ans sur une période faible. Après, encore une fois, c'est toujours du cas par cas. Ouais, c'est ça. Enfin voilà, on pose la question individuellement à la personne, quoi. Est-ce qu'on prend un risque, entre guillemets? Ouais, c'est toujours des balances bénéfices-risques.
au profit, voilà, tu décris ta maman qui a un âge élevé et qui semble en pleine forme avec ses patchs, c'est qu'elle a fait le bon choix. Donc, C'est ça. c'est vraiment à discuter avec son médecin. Ouais. Mais c'est vrai que c'est des traitements qui globalement, font peur, mais qui aident largement. Il y a aussi un symptôme dont on n'a pas parlé encore, c'est la sécheresse vaginale. Il y a eu beaucoup de questions là-dessus dans ta boîte à questions. Et voilà, donc vous savez, c'est les manques d'hydratation naturelle du vagin. Mais comme ça, pareil, il y a encore un gros tabou là-dessus. On n'en parle jamais, sauf qu'en fait, les personnes, elles ont vraiment une atrophie, ça démange, ça fait mal, on peut choper des infections, on peut avoir des douleurs si on a des rapports pénétratifs. Enfin, en fait, c'est vraiment pénible, quoi. Et pour lubrifier, donc il y a des crèmes, des ovules à base d'hormones en local. Il y a aussi ouais, des lubrifiants. Les dermatos peuvent faire du laser. Du Oui. laser, voilà. Et j'ai entendu aussi maintenant que qu'on peut mettre aussi, tu sais, ce qu'on se met comment ça s'appelle, ce qu'on se met dans les joues, là, ce que les nanas se mettent dans les joues, là. L'acide Hein, hyaluronique. l'acide hyaluronique dans la foufoune. Et il paraît que ça lubrifie. J'en ai jamais entendu parler. Par Ah bon? contre, le Ah oui, produit. Euh, j'en ai entendu parler par un médecin. Hein. ouais, non, mais j'entends rien. J'ai jamais envoyé de patiente faire ça, mais le principe de l'acide hyaluronique, c'est qu'on l'injecte et ça fait un appel d'eau. C'est des produits qui appellent l'eau, donc c'est pour ça que ça va combler des rides en fait à la base sur l'esthétique. Donc moi, je trouve pas ça déconnant que ça soit une indication aussi, vu que ça lutterait contre l'atrophie, ouais, je pense. Ouais, ben, c'est ce que le médecin m'avait dit. Ouais, il m'avait dit, il y a maintenant ces injections qu'on fait au niveau du vagin, quoi, pour pouvoir retrouver. Parce que c'est vrai que, bon, alors, bon, pour les femmes qui ont une vie sexuelle, moi, j'en ai plus depuis 3 ans, en tout cas à deux. Mais pour celles qui ont une vie sexuelle et qui sont ménopausées, qui ont cette sécheresse vaginale, je sais que c'est très compliqué pour vous, mesdames, et qu'il y a des solutions. Et, bon, et notamment donc toutes les crèmes, etc. Et puis aussi les lubrifiants. Faut pas oublier les lubrifiants, parce que le lubrifiant, ça aide quand même à avoir une pénétration plus douce et plus agréable. Et je pense à n'importe quel âge, en fait. Donc, Bien sûr. il faut pas se braquer, enfin se fermer par rapport à ça et se dire, ben voilà, c'est terminé, maintenant je peux pas, ça me fait trop mal, etc. Il faut en parler à votre médecin, il faut en parler à vos copines, parce il y aura toujours quelqu'un qui vous tendra la main pour vous dire, ben voilà, il y a ça, il y a ça. Donc, c'est important parce que d'arrêter sa vie sexuelle à 50 ans, entre 5, à cause de ça, alors qu'il y a des solutions, c'est pas normal. En fait, c'est ce que je ressens moi. Ouais, bien sûr. Et ces produits, ils existent justement parce que C'est ça. symptômes existent. Et le manque de lubrification, il y en a des fois aussi à tout âge parce qu'en fait, la sécheresse vaginale, donc là, il y a celle dont on parle, c'est lié à une carence en hormones, Ouais. mais en fait, à tout âge, ça peut être lié au stress, à la fatigue, enfin, il y a voilà, un manque vous savez, de stimulation au moment des rapports aussi, ce genre de choses, à des antécédents gynécologiques aussi qui auraient été compliqués. Je pense à des traumatismes. Enfin voilà, je veux mettre tout ça dans une boîte pour vous dire que ça arrive à tout âge. Donc il y a aussi des lubrifiants, des hydratants vaginaux, il y a plein de trucs. Après, il y a des conseils aussi. On évite, enfin, on prend plutôt des savons doux, des savons avec des pH neutres. On limite les toilettes justement pour que la flore aussi, elle se fasse de façon normale. On évite des protège-slips, tout ce qui est protège-slip. Je pense à la préménopause parce que comme on a ces règles, des fois un peu n'importe comment, que c'est chaotique, des fois on a tendance à mettre des protège-slips, mais c'est pas super super pour tout ce qui est flore. On préfère quand même à ce moment-là plutôt vous savez, les culottes menstruelles, ce genre de choses. C'est quand même déjà du Ouais. coton. Et puis c'est vrai, comme disait une de vous, il faut en parler à votre partenaire, hein, parce que je vais dire, dans une relation, on est à deux et il faut en parler à son partenaire. S'il ne comprend pas, c'est que c'est un con, quoi. Excusez-moi, mais moi, Au moins, c'est clair. moi, je suis directe, Oui. franchement. Et puis, Donc, et, alors, je trouve qu'il y a plein de comptes aussi qui libèrent la parole autour de ça. C'est que l'acte sexuel, c'est pas que pénétratif. Donc, faut exact. vous dire, voilà,
si vous avez, je vois, il y a des personnes qui écrivent qu'elles souffrent de cette sécheresse-là. Je vous souhaite trouver une solution pour que la sécheresse s'arrête, mais si elle est toujours là, il y a aussi d'autres façons de faire l'amour, tout simplement. Et puis le but, c'est pas que de faire l'amour, mais voilà, de ne pas avoir de douleur ou de gêne. ou d'angoisse. Voilà. Parce que c'est vrai que quand on commence à être angoissé à partir de ça, il y a des gens, on se rétracte, on se ferme, et c'est encore pire, quoi. Donc, non, faut vraiment en parler, il faut vraiment en parler parce qu'il y a des solutions. Et puis, voilà, on peut trouver une autre façon de faire l'amour aussi. Et messieurs ou mesdames qui accompagnent. Mais enfin, quand c'est des couples homo, en fait, c'est plus facile parce que la femme connaît l'autre, connaît le problème, donc elle va être. Voilà, tandis que les hommes, bon, parfois c'est un peu compliqué, surtout des hommes de ma génération, de leur parler de ça. Alors là, laisse tomber, ils vont se dire, mais c'est quoi ce truc en fait, qu'est-ce qu'elle me raconte? On ne parle pas de eux de temps en temps. Non, non, je me moque, mais Ça a bloqué. Vous me voyez ou pas? Oh, Oui. pardon, on aurait pu parler ensemble. Non, non, je me moque aussi, mais d'ailleurs, dans tout ce qui est sécheresse vaginale, il y a aussi tout simplement, si possible, le fait de maintenir une activité sexuelle régulière. Parce que comme tu le dis, alors c'est horrible, hein, on est dans l'injonction encore là, mais en fait, c'est un cercle vicieux. Parce qu'en fait, si on se stresse, qu'on renonce, etc., voilà, faut en discuter, prendre le temps, dédramatiser, mais vraiment dédramatiser. C'est pas parce qu'on n'en parle pas, ça n'existe pas. L'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. Faut pas imaginer. Voilà, en parler dans son couple si on peut. Et si on peut pas dans son couple, on peut aussi consulter, voir son médecin, voir si c'est une période difficile dans notre vie. On peut aussi voir un psy. Il n'y a pas de honte. Bien sûr. Ça, c'est un mélange de tellement de choses. Et le corps, ça rejoint le mental, quoi. Des fois, le corps, il suit pas notre tête. Et du coup, ouais, je pense que c'est important de libérer la parole aussi, quoi. Bah oui, c'est libérer la parole aussi sur ça, quoi. Non, mais c'est vrai que ça serait encore le sujet d'un live entier là-dessus. Et puis maintenant, si on vient, il y a une autre question qui est importante à soulever aussi, parce que bon, on parle, mais c'est vrai qu'on va essayer de répondre aux questions que vous nous avez posées, que vous avez eu la gentillesse de répondre à ma boîte à questions et que Laure est là pour répondre de son côté professionnel de médecin et moi de femme normale, c'est la prise de poids. Ouais, la prise de poids, la ménopause, on sait que ça tourne autour de 3 et 5 kilos. Moi, les 5 kilos, je les ai bien pris. Et c'est compliqué à les perdre. C'est très, très compliqué en ménopause de maigrir, en fait, de perdre. Alors, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'alimentation. Moi, je suis une grosse gourmande. J'adore le chocolat, j'adore le sucre. Je sais que le sucre est un poison. Je l'entends tous les jours sur les réseaux, à la télé, etc. Mais j'aime le sucre. J'essaye de le réduire. Enfin, il faut qu'on garde un peu de plaisir aussi. Ouais, J'attends, Val, un poète. parler. Pardon? Mais en fait, je pense que tu as raison, on pointe, c'est terrible parce que les médecins sur les réseaux, on pointe souvent les choses du doigt et tu dis justement le facteur plaisir, il est vraiment important. Moi, j'ai fait une émission de radio sur Inter où on parlait des dangers du sucre et c'est vrai que j'en suis sortie, je me suis dit, mais on n'a même pas parlé du plaisir alors qu'en fait, oui, on peut connaître les dangers de trop de sucre, mais le sucre, c'est aussi bon pour le cerveau. C'est bon pour le moral. Donc voilà, il ne faut pas interdire. De toute façon, si vous êtes dans la frustration, que ce soit un régime ou au quotidien, quand on a des frustrations, on ne tient jamais sur le long terme. Donc si tu es grande, les conseils qu'on donne, nous, c'est alors effectivement, après la ménopause, de réduire un petit peu l'apport calorique. C'est ce qui est recommandé. Ouais, mangez moins. Se faire à la place de prendre une grosse assiette, vous en prenez une petite et puis vous la remplissez moins, quoi. Ouais, après, il faut quand même manger à sa faim, hein. L'idée, c'est pas non plus de se mettre dans un régime restrictif, hein. Mais voilà, il y a ça, tout en maintenant une activité physique régulière. Pourquoi? Parce que ça crée du muscle. Le muscle, ça dépense de l'énergie et on est dans un cercle vicieux si on a une activité physique. Et il paraît même qu'après, donc à la ménopause, après 50 ans, en fait, si on veut perdre un petit peu de poids,
il faut quand même ne pas oublier les protéines parce que c'est grâce aux protéines qu'on va pouvoir un peu maigrir. C'est ça, Ouais, hein? tout à fait. Tout à fait. Euh, on voit que tu connais le truc. C'est vrai, c'est exactement ça. C'est à manger un minimum de protéines. Pourquoi aussi? Parce que ça crée enfin, c'est ce qu'il faut pour le muscle. C'est ça. Et une personne qui manque de protéines, c'est une personne dénutrie. C'est ça les termes. En fait, mais Ah oui, souvent, on peut à tort et à travers dénutrie, on ne sait pas trop ce que c'est. Et ben c'est ça. Nous, on va, chez certaines personnes hospitalisées, par exemple, on va faire des prises de sang et on va chercher si ces personnes sont dénutries ou pas. Et on peut donner, si c'est le cas, des compléments alimentaires, voilà, riches en protéines, etc. Mais bon, voilà, c'est des cas particuliers. Si on a une alimentation équilibrée, riche en merde, je cherche aussi le mot, vous savez, tout ce qui est lentilles légumineuses, légumineuse, ouais. tout ça, ça apporte quand même beaucoup, beaucoup de bonnes vitamines et un apport protidique, pardon, en plus de calcium. Voilà. Après, faut se faire plaisir, mais c'est vrai que globalement, par rapport à, on va dire, la période 30-50, en calories, on aura normalement besoin de moins de calories parce que le métabolisme n'est plus le même. Voilà, donc comme c'est une histoire d'entrée et de sortie, d'apport et de dépenses, l'idée c'est d'apporter un petit peu moins et se dépenser toujours autant. L'OMS recommande de faire du sport. Hein. On parle de. Enfin, pardon, j'utilise pas le bon Enfin, mot. Ouais, c'est ça. C'est de l'activité physique. ouais, Vraiment possible une demi-heure par jour. Et quand on dit activité physique, ça va être prendre des bonnes habitudes, quel que soit l'âge. On prend l'escalier plutôt que l'ascenseur. On fait un peu de marche rapide. On va, je sais pas, chercher son pain. Enfin, voilà. Essayer vraiment d'être dans un truc de routine. Et c'est vraiment la routine qui va aider. Plutôt que de se dire, allez, pendant 3 semaines, voilà, je fais mon sport 3 fois par semaine. C'est un peu dur. ouais, mais Ouais. c'est vrai que dans la routine, mais bon, le sport, tu vois, moi, j'avais arrêté, j'avais tout arrêté depuis 2 ans, un peu plus, ouais, presque 2 ans. Je faisais encore un tout petit peu de yoga chez moi, mais j'avais arrêté, j'allais à la salle de sport, j'y allais 3 fois par semaine, j'étais super bien. J'ai arrêté pendant 2 ans, là, ça fait 1 mois et demi que j'ai recommencé, mais je suis tellement heureuse d'avoir recommencé, parce Ah, que trop vraiment, bien. Je fais du yoga et du pilate. Quand je sors de mes cours, je me tiens droite. Je sens que mon corps, je suis alignée. Tu vois, je me sens beaucoup plus droite. Donc, vraiment, je vous conseille, mesdames. Pourtant, moi, je ne suis pas une sportive, mais ça fait du bien. Moi, je n'ai pas envie de faire quelque chose, en fait, qui ne me plaise pas. J'ai envie de me retrouver. On a enfin, voilà, à 60 ans, on n'a pas envie de faire des choses pour faire quelque chose, quoi. S'il faut prendre du plaisir aussi dans ce qu'on fait. Et par rapport à ça, bon, ça peut être de la danse, ça peut être plein d'autres choses, hein, la piscine, le vélo, enfin, il y a plein de choses, hein. Moi, je trouve mon équilibre là-dedans. Alors, je sens que, évidemment, c'est pas comme quand on fait du cardio à fond. Et je sais qu'il faut faire un peu de cardio aussi pour le cœur. Ça, j'en fais pas. Mais en tout cas, on sait que le yoga et le pilate, comme ça, on a l'impression qu'on fait rien. Mais en tout cas, tous les muscles profonds, ils marchent. Et notre allure, après 6 mois, si vous faites vraiment 6 mois régulièrement, 2 ou 3 fois par semaine, vous allez voir que même si vous n'avez pas perdu de kilos, vous allez être plus droite et vous allez avoir une autre allure déjà. Carrément. Et d'ailleurs, vous allez peut-être pas perdre, mais vous allez peut-être prendre du poids si vous êtes en train de vous muscler. Hein. Donc, encore une fois, la balance, ça, c'est un faux ami quand on se remet au sport ou quand on en fait plus régulièrement. Ah ouais, je déteste cette balance. Vous À l'avez éviter. Mais bon, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, voilà, avec toutes les matières stretch et tout ça, le problème, c'est qu'on dit, bon, on ne se rend pas compte en fait qu'on grossit, enfin on s'en rend compte, mais on ne veut pas le voir, donc on ne monte pas sur la balance. Puis avec les trucs stretch, et ben, oh ben non, je rentre encore dedans, je rentre encore dedans. Si vous remettez votre pantalon test ou votre jupe test qui n'est pas en stretch, ben, vous allez voir que les 4 kilos, ça fait une taille et que bing, vous rentrez plus dedans, hein. Mais les activités physiques dont tu as parlé, ça fait agir plusieurs groupes de muscles. Alors, je vous parlais des recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. C'est exactement ça, c'est de faire des activités qui font bouger plusieurs groupes de muscles. Donc, voilà,
C'est faisable, c'est faisable. Faut de la motivation. Et toi, est-ce que tu y vas avec genre des copines ou tu y vas toute seule? Alors, non, j'y vais toute seule parce que si on attend les copines, bon, on n'y va jamais, hein. Donc, mais par contre, sur place, ben voilà, j'arrive, il y a mes copines sur place, on est une dizaine de nanas, en plus, on est toutes des nanas de plus de 50 ans, et donc c'est plutôt bon enfant, là. Les profs sont cool, on arrive, on rigole un peu, on fait notre truc, et après, on ressort, on est motivé pour le reste de la journée. Moi, franchement, ce matin, j'ai fait mon cours de yoga, et après, j'étais super en forme, je suis rentrée, enfin, j'ai fait nettoyer tout mon balcon. Enfin, j'avais l'impression d'avoir eu un regain d'énergie. C'était non, vraiment, il faut penser à ça aussi parce que ben ouais, les muscles ils font à vue d'œil, hein, et on voit d'ailleurs quand on est en ménopause, quand on est ménopausé, les corps ils changent, hein. Les jambes elles deviennent beaucoup plus fines et puis tout vient se mettre au niveau de notre joli estomac, abdomen et de notre ventre, le gras là. Et ce gras-là, ben, moi j'en ai, hein, et bon, je l'assume, mais on sait que, bon, voilà quoi, c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur, mais encore une fois, avec l'âge, c'est normal. C'est des Ouais, oui, choses qui... c'est ça. Mais c'est ça. Alors, chez les hommes, alors là, je reviens à mon combat, c'est-à-dire que chez les hommes, on va lui dire: oh, mais il est trop chaud avec son petit ventre, celui-là. Oh, j'adore, ça fait doudou. Et là, et chez une bonne femme: ah non, mais t'as vu le ventre qu'elle a, la nana et tout. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est injuste. Et je posais la question du fait d'y aller seul ou pas seul. En fait, dans le vieillir bien, il y a ce côté aussi, on entretient les relations, quoi. C'est important. Mais tu parlais de l'activité physique tout à l'heure, ça fait du bien à tous les âges. C'est dur de s'y mettre ou de s'y remettre, mais ça fait du bien. Et les relations humaines, les rapports humains, voilà, de parler, d'organiser des choses. Des fois, c'est pas toujours forcément simple. Des fois, on n'a pas envie, mais c'est important, je pense, avec l'âge aussi, de se forcer un peu, ou en tout cas de continuer régulièrement à revoir voilà, les gens qui nous font du bien, des gens bienveillants, qui Ouais, se fichent de notre petit ventre, d'ailleurs. ouais, enfin, c'est vrai qu'il y en a une qui dit: ce sont souvent les femmes qui critiquent les autres femmes. Je suis d'accord à 10 000%. Je confirme. Tout le monde connaît ça. Ça commence dans le bac à sable et ça continue jusqu'à la fin. C'est ça qui est terrible aussi. C'est déjà Et puis, et puis j'aimerais bien, alors qu'on aborde, je pense, parce que ça avance le temps là, et qu'on aborde le dernier sujet dont il y a eu une question, mais moi, dont je suis, qu'on parle de prolapsus. ouais. Parce que le prolapsus, ben voilà, moi j'ai découvert il y a quelques mois, et vous le savez, certaines d'entre vous qui me connaissez, que j'ai un prolapsus, que j'ai découvert une fois en allant aux toilettes. Je m'essuyais et je me suis dit: oh là là, c'est bizarre, il y a une espèce de boule. Je suis allée me mettre devant, enfin accroupie avec mon miroir, et j'ai vu une espèce de boule qui sortait de mon vagin et je me suis dit: putain, c'est quoi ce bordel? J'ai regardé sur Instagram, sur le Internet, et j'ai vu que c'était un prolapsus. Et voilà, j'ai mon prolapsus. Et il y a souvent, je crois, si tu ne vas pas me contredire, mais dans les femmes de plus de 50 ans, il y a 40% de femmes qui sont atteintes d'un prolapsus. Et ça, c'est le sujet hyper tabou, dont personne ne parle. Et pourtant, il y a aussi des solutions naturel et moins naturel. Et il faut vraiment. Moi, je sais que quand j'en ai parlé, mais il y a plein de nanas qui m'ont dit: mais tu sais, Caro, grâce à toi ou à cause de toi, je me suis aperçue que j'avais un prolapsus. Mais merci, parce qu'en fait, ça me faisait flipper et je ne savais pas ce que c'était. Alors, Laure, je veux bien que tu les rassures un peu, ces dames. Ouais. Alors, tu vois, rien que en donnant ces chiffres-là, je pense que tu peux rassurer déjà parce que ça veut dire aussi que ça existe chez de nombreuses femmes. Alors après, évidemment, il y a différents degrés, différents niveaux. Ce qu'on appelle les prolapsus dans le langage courant, c'est la descente d'organes, hein, on va appeler ça comme ça. C'est vrai que si on fait, j'ai pas de schéma anatomique ici, mais schématiquement, au-dessus du vagin, qui est un petit peu en biais, il y a voilà, l'utérus et puis les organes, la vessie. Et en fait, souvent, ça peut démarrer très tôt dans la vie d'une femme. Ça peut arriver après des maternités notamment, mais ça peut arriver aussi avec l'âge, avec la chute hormonale.
en fait, ces organes qui pèsent finalement au-dessus du vagin, ils peuvent descendre en suivant le couloir du vagin et appuyer dessus, provoquer de l'inconfort, une gêne, provoquer des symptômes, voilà, même aussi de la constipation, etc., en appuyant. Et on peut avoir des choses qui sont même extériorisées dans les situations les plus avancées. C'est aussi pour ça que dès le plus jeune âge, on ne dit plus à la petite fille de pousser en faisant pipi, en faisant ses besoins, parce que souvent, c'est des habitudes qu'elles vont prendre dans la toute petite enfance et qui vont rester au fil des années. Après les grossesses, les accouchements, on propose de la rééducation de façon systématique. Une rééducation qui est hyper importante, comme tu dis, chez une sage-femme ou des kinés. Et lorsqu'on a ces symptômes-là de pesanteur, hein, c'est vraiment comme c'est un poids qui tombe, hein, on va dire ça comme ça, reconsulter auprès de son médecin. Et en général, on va prescrire assez facilement à nouveau de la rééducation pour que cette sangle musculaire hein, qu'on a, le périnée, elle soit plus forte et elle supporte davantage les organes qui sont au-dessus. Et c'est vrai que voilà, quand on a un périnée qui est moins fort, eh ben, il se détend. Il faut imaginer ça comme ça, avec les organes qui peuvent tomber doucement. C'est un vrai, on dit même un plancher pelvien. Oui, c'est ça. Voilà. Mais c'est vrai que par rapport à ça, tu vois, bon, ben moi, ça m'a affolée. Bon, maintenant, je vis avec. Je ne veux pas me faire opérer parce que d'abord, cette opération, elle a été interdite en Angleterre, je crois au Canada, à cause des effets secondaires. Donc, moi, je n'ai pas du tout envie de me faire opérer pour ça. Donc, je suis allée faire de la rééducation. Sauf que la kiné, elle m'a dit, non, mais vous avez pour votre âge, vous avez un très bon plancher pelvien, très tonique, genre 4 sur 5, quoi. Parce que je sais, avec le yoga, je sais le contracter. Je sais le contracter au niveau je sais comment faire, en fait. Si vous faites du yoga, si vous faites du pilates, vous savez comment le faire. Donc, ben voilà, il faut peut-être en parler, même si vous avez un espèce de truc un peu bizarre, vous sentez, il faut en parler à votre gynéco ou à votre médecin tout simplement. Hein. Bon, alors les séances de... Alors, moi, ce qu'on m'a dit, hein, et tu vas pas me contredire, pas me contrarier, mais me contredire, pardon, c'est que ça remonte jamais. Il ne faut pas rêver, hein. Sauf après l'opération, sauf avec une opération. Hein. En Et fait, ça ne remonte. ouais, c'est ça. C'est quand c'est très avancé, c'est compliqué de faire remonter pour serrer à nouveau. Il ne faut pas attendre, en fait. N'attendez pas. Ben ouais, Vraiment. mais moi alors, je m'en suis aperçue, j'avais jamais remarqué ça. Et en fait, maintenant, je me souviens que depuis quelques années, je me souviens que souvent, j'avais très, très mal dans le bas du ventre. Je me disais, c'est bizarre, etc. J'étais allée voir, je pensais que j'étais constipée, j'avais fait je pensais que j'avais une infection urinaire et tout ça. Et je pense qu'en fait, c'était ça qui commençait à descendre. Ouais. Donc, mais c'est pas dramatique, mesdames, on vit avec, hein. On peut même faire l'amour avec. Hein. Il suffit d'en parler aussi à votre partenaire. C'est pareil, hein, il ne faut pas avoir honte de ça. C'est voilà, comme les fuites urinaires, etc. C'est des trucs aussi dont on ne parle pas. Et c'est pas parce que vous avez des fuites que vous n'êtes plus une femme, quoi. Bien sûr, mais bien sûr. Après, pour celles que ça saoule, hein, parce que c'est pénible d'aller faire de la rééduque, c'est vrai que je trouve que c'est quand même bien à un moment de comprendre son corps et de comprendre ces fameux muscles voilà, du périnée. Moi, ça me fait penser à moi. Non, mais vous voyez, j'ai des enfants et j'ai beau connaître toute l'anatomie, les bouquins, etc. Quand on visualise, enfin, même si on visualise, des fois, on ne sait pas contracter ces trucs-là. Et je l'ai compris seulement après avoir fait de la rééduque. C'est ça. C'est bien d'avoir quelqu'un quand même d'extérieur qui va vous dire, bon, bah, souvent ils font des exercices, vous savez, on visualise là, le pont-levis, le machin. Et en fait, ces exercices-là, régulièrement, on peut les faire chez soi, des fois même au volant de sa voiture, ce genre de trucs pour solidifier. Ouais, c'est ça. Mm. Mais alors, il y a quelqu'un qui dit apparemment les ostéos peuvent remonter la vessie. Alors là, je ne sais pas.
Je suis pas au courant non plus. Non, moi non plus. Non, mais bon, voilà, oui, c'est de vieillir. Ne vous inquiétez pas, les jeunes, les jeunettes, là, c'est pas la fin du monde, hein. C'est bien aussi, hein. Chaque âge a ses plaisirs, hein. Il faut le prendre avec le sourire. Alors, c'est sûr que c'est pas facile tous les jours, parce qu'on a mal au dos, on a mal au cou, on a mal ceci, on a mal cela. Mais bon, ben voilà, ça fait partie du rythme de la vie, hein. Ouais, et puis il faut se dire, voilà, de toute façon, on vieillit tous. Comment on le prend, quoi. Voilà, on vous a donné plein de petits tips là. Il y a aussi le cerveau, aussi l'air de rien à ménager. On se dit, allez hop, ben, moi j'ai envie de, voilà, peut-être davantage lire ou faire des jeux, ou faire, c'est des petites choses, mais l'éveil, je sais pas, culturel, ça stimule, quoi. Essayer de se mettre dans cette énergie-là en se disant, ben, si je commence déjà à être comme ça à 45, 50 ans, 55, 60 ans, ben, c'est de bon présage pour les 70, les 80, quoi. Ouais. Je pense. Et puis, ouais, avant qu'on se quitte, je voulais quand même vous dire, vous savez, il y a médicalement, après 50 ans, il y a les mammos. On continue un bilan, une prise de tension. Il y a aussi dépistage du cancer le cancer du col utérus tous les 5 ans. Voilà, faut avoir ça en tête. Je pense que c'est, Colorectal, hein. pardon, ouais. Voilà, donc tu parlais de l'ostéoporose, mais il y a tous ces petits check-up là que votre médecin est censé vous faire de manière très régulière. Donc n'oubliez pas, ça reste de la prévention. On n'est pas là pour faire peur, on est juste là pour dépister au cas où, pour pouvoir prendre en charge tôt, parce qu'on sait que la plupart de ces maladies-là, quand elles sont prises en charge tôt, et ben, ça se passe bien. Voilà. Donc, Et est-ce qu'il faut, oui, la mammo, oui, ça peut sauver une vie, comme tu dis, Céline, mais est-ce qu'il faut faire aussi, parce que donc il y a la mammo, il y a donc les frottis, il y a les, 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 les différentes choses dont tu viens de parler, mais est-ce qu'il faut faire aussi des prises de sang régulièrement ou pas? nous, on recommande tous les ans. Moi, je fais tous les ans une prise de sang aux personnes en bonne santé. On contrôle tout ce qui est l'EAL, c'est l'exploration des lipides, glucides et lipides, cholestérol, Ouais, c'est ça. ces choses-là. Pourquoi? Parce que avec l'âge, il y a toujours ce risque cardiovasculaire qui est là. Et donc, on contrôle la tension, on contrôle ouais, le sucre, le cholestérol. Puis après, on a un peu rabat-joie. Faites attention, faites ci, faites ça. Je suis désolée, c'est toujours le truc chiant dans les lives médicaux, c'est qu'on a vraiment ce truc, faites ci, faites ça. Alors qu'en Maintenant, fait, c'est de la ouais. faut y penser. Voilà, je sais pas, moi pour moi, je me dis toujours en début d'année, voilà, je m'y colle. Et puis, Ah ouais, et mais puis c'est important il faut pointer certaines choses parce qu'il y en a qui sont pas au courant de tout ça, hein, parce que il y a des femmes en fait qui font pas de mammographie, qui font jamais de mammographie, qui font pas de frottis, des choses comme ça. Mais en fait, il faut le faire, il faut le faire. Ça peut vraiment. Et maintenant, j'ai vu qu'il allait y avoir peut-être une prise de sang pour dépister les cancers du sein. ouais, Peut-être qu'il y a. ouais, c'est en cours de. Alors, c'est pas encore acté. Ouais, c'est ça. Mais voilà, et puis tout ça, alors c'est vraiment du cas par cas, mais particulièrement si vous avez des antécédents dans votre famille, le médecin traitant, il se doit d'être un peu plus vigilant. Et encore Ouais. une fois, aussi, moi, ce que je dis à mes patients, c'est on le fait, et puis souvent, ça permet aussi de rassurer. Et une fois que on est rassuré, ben, on est un peu mieux dans nos pompes, allez hop, on avance, ma dernière mammo, mon dernier frottis, paf, c'est fait, on souffle et puis on avance, et ouais, voilà. Mais alors, le frottis s'arrête pas à 65 ans. Il faut le faire encore après. En général, c'est à 65 ans que ça s'arrête. Je dis une bêtise? Non? Ah ben, je sais pas, parce qu'il y a il y a une qui dit que ça s'arrête à 65 ans. Donc, ça veut dire qu'après, on fait plus de Ouais. frottis. Et les mammos, c'est 74 ans. Je veux pas, sauf Ah. erreur de. Et c'est vrai, comme dit Fab Four, là, on a beaucoup de chance en France parce que tout est pris en charge et qu'on a quand même de bons médecins, n'est-ce pas? Comme Laure, et que vous avez, on critique, il y a plus de médecins, etc. Mais vous avez encore, enfin, on a vraiment beaucoup de chance en France avec la sécurité sociale, avec la médecine, enfin, on est quand même encore
dans un pays développé et il ne faut pas quand même l'oublier, quoi. Donc, on a tout à portée de la main. Il suffit parfois aussi que vous fassiez un petit pas en avant pour aller faire aussi ce qu'il faut pour continuer à avancer en bonne santé, quoi. Carrément, carrément. Et moi, le mot de la fin, il y a quelqu'un qui disait, ben, c'est comme une révision. Voilà, pour entretenir la machine, hein, C'est ça. euh, au corps, au check-up, voilà, le corps, le cerveau, tout ça, voilà. On va faire un tour chez son médecin tous les ans et puis on fait notre petite révision. Voilà. Quelqu'un qui dit, je vais prendre mon rendez-vous demain. Ah, Bravo. voilà, ça c'était bien. Super. Ça, c'est bonne, c'est super. Bravo. Au moins, on en a motivé une. J'espère que c'est la dernière. Voilà. Ben, Vraiment. merci à toi, merci à vous. Et puis voilà, je crois que tu le laisses, tu l'enregistres le live ou pas? Ouais, ouais. Ouais. Moi, Ouais, je repartagerai pour celles qui ont dû partir ou qui ont envie de le réécouter. Voilà. ouais, et puis moi, je répondrai aux questions. S'il y a des questions en commentaire, je prendrai le temps de regarder tout ça. Et bah, surtout, prenez bien soin de vous. Je te remercie d'avoir abordé ça avec autant de sourire et voilà, ton côté solaire que j'adore. C'est bien. Et puis bah, à tout bientôt. Ouais. Bye bye. Merci. Bonne soirée à toutes et tous. Bye bye.